n'arrive pas à les joindre. Rosemary est mexicaine, elle n'arrive pas à jouer. Vers l'hymne brésilien et quelques visages, des visages connus, des visages moins connus, car l'équipe du Brésil a changé. Vous avez reconnu entre autres le visage de Socrates, le docteur, le magicien brésilien qui sera aux commandes au milieu de terrain de cette équipe du Brésil, qui affronte l'Espagne dans son premier match pour ce groupe D de la 13e Coupe du Monde. Vous savez que c'est le stade fétiche ici, le stade du Brésil, le stade Jalisco. Alors que vous découvrez la composition de l'équipe espagnole. Oui, l'Espagne qui va donc se présenter avec la composition annoncée. Dans les buts, Zubizarreta. À l'arrière, Thomas, Goicoechea, Maceda et Victor. À l'avant, Butragueño et puis aussi Alberto, Francisco, Salinas et Michel, le milieu de terrain du Real de Madrid. Une équipe d'Espagne qui joue d'entrée son match le plus difficile de ce groupe D, puisque outre le Brésil et l'Espagne, il y a l'Algérie et l'Irlande du Nord. Voilà la composition maintenant de l'équipe du Brésil. Le gardien Carlos, à l'arrière Edson Edinho Junior. Milieu de terrain avec Alemaeno, Socrates, Elzo. Et la ligne d'attaque avec Careca et Casagrande. L'ordre des dossards, enfin des numéros n'ayant pas d'importance en ce qui concerne le terrain, sont des numéros qui sont définitivement attribués pour toute la Coupe du Monde. Et puis l'arbitre, Alain, c'est un Australien. Oui, monsieur Cambridge, Christopher Cambridge, australien. Il est âgé de 38 ans, lourde responsabilité donc pour ce match entre le Brésil et l'Espagne. Le coup d'envoi dans un peu plus de 30 secondes maintenant. Coup d'envoi donné dans ce stade de Jalisco, je vous le disais, le stade de fétiche du Brésil, souvenez-vous de 70. Les Brésiliens avaient remporté leurs 3 matchs du premier tour. Ils avaient battu le Pérou en quart de finale, l'Uruguay en demi-finale, tout cela dans ce stade Jalisco. Là où Pelé, souvenez-vous, de Jairzinho, de Gerson avait réussi des exploits, des merveilles. Alors que va donner le Brésil 86, eh bien dans quelques instants on va le savoir face à cette équipe d'Espagne voilà, le coup d'envoi est donné. Et la balle est espagnole. Les Brésiliens naturellement en maillot jaune et l'Espagne en maillot rouge. Voilà le Socrates qui va donc conduire l'attaque du Brésil en milieu de terrain. Il faut tout de même savoir que le stade Jalisco est à 1567 mètres d'altitude. Alors on va peut-être démarrer doucement, on va s'observer en tout cas dans un premier temps, car les Brésiliens ont connu beaucoup d'ennuis, Patrick Montel. Et l'Espagne revient très fort cette année avec des clubs qui sont parvenus en finale des 3 Coupes d'Europe. Une première action dangereuse pour le Brésil. Il faut quand même signaler, on ne l'a pas dit tout à l'heure, que le Brésil doit s'aligner sans sa grande vedette, Zico, qui est blessé, ce qui évidemment est un handicap. Et puis les Brésiliens qui ont connu, c'est vrai, quelques problèmes de préparation, alors que les Espagnols, eux, affichent vraiment la grande forme. Ce sont les Brésiliens qui bénéficient d'un coup franc qui est joué rapidement par une touche, pardon. La balle pour Julio César et pour Edinho maintenant. Edinho tranquillement. Le Brésil qui va franchir la ligne médiane. On joue pour l'instant au petit trot. La balle dans les pieds du docteur Socrates. Plus de peur que de mal, l'image est revenue. Oui, par contre, il y a un Espagnol au sol. J'ai l'impression que c'est le défenseur de l'Atlético Bilbao, Goicoechea, qui a été touché en essayant de faire un premier tacle. On l'a vu tout à l'heure, un tacle qui n'avait rien donné puisque les Brésiliens avaient pu reprendre le ballon, mais plus de peur que de mal, Goicoechea va se relever.
Cette fois tout y est, le son et l'image. Ah, oui, là il y a une faute. Une faute vraisemblablement sifflée par l'arbitre australien de la rencontre. Et c'est un premier coup franc pour l'équipe d'Espagne. Un coup franc assez dangereux, même s'il est finalement assez excentré. Un mur réduit à sa plus simple expression côté Brésil. Et 4 attaquants espagnols, 5 maintenant dans la surface de réparation. Première intervention sans problème pour Carlos qui dégage à la main très rapidement. Oh là là. Faute sur Careca. Careca qui avait pris la balle dans son camp et qui s'en allait tout seul vers les buts espagnols. Careca qui a été séché. L'arbitre australien va devoir se faire respecter d'entrée car les contacts sont pour le moins violents. Et il s'explique avec le numéro 11 espagnol, Julio Alberto, qui prend d'ailleurs le premier carton jaune de cette rencontre alors que l'on joue depuis 3 minutes 30 de jeu et Careca lui est toujours au sol. L'attaquant de São Paulo d'ailleurs semblant souffrir. Oui, vous savez que les arbitres dans ce mondial ont reçu des consignes très strictes et notamment surveiller la virilité, en tout cas les actions violentes ou brutales. Et je crois que d'entrée, les arbitres ont intérêt effectivement malheureusement à sortir le carton jaune. On l'a vu du reste hier dans le match d'ouverture où l'arbitre a distribué quelques cartons jaunes pour calmer les esprits. Coup franc donc pour l'équipe du Brésil. Un coup franc qui ne donnera rien, en tout cas qui passe très largement au-dessus des buts défendus par Zubizarreta, le gardien de l'Atlético Bilbao. Alors que là c'est Julio Salinas, l'attaquant de Bilbao, qui est l'objet des faveurs du réalisateur mexicain. On se dégage tranquillement côté espagnol. Match difficile d'entrée, Patrick Montel, car effectivement le Brésil et l'Espagne sont peut-être les 2 favoris de ce groupe et s'affronter d'entrée comme cela, eh bien c'est un petit peu délicat car les 2 équipes chercheront à marquer 2 points, mais en même temps à s'observer. Elles savent qu'elles sont de valeur à peu près égale. Mais pour l'instant, le Brésil a, semble-t-il, les faveurs de ce public mexicain ici au Stade Jalisco, où je vous le rappelle, c'est le stade fétiche du Brésil. Oui, d'autant plus que les Brésiliens sont évidemment plus habitués à l'altitude que les Espagnols et donc le temps jouera peut-être pour eux dans cette partie. Les Brésiliens qui monopolisent le ballon en milieu de terrain vont circuler avant de lancer en avant un de leurs 2 attaquants, le 9 Careca ou le 8 Casagrande. La balle là pour l'instant pour l'Espagne. Les Brésiliens jouent traditionnellement, j'allais dire, avec une circulation de balles parfaite, des déplacements, des appuis, des 1-2. Les Brésiliens font tourner le ballon jusqu'à ce qu'ils trouvent l'ouverture et les Espagnols vont certainement se contenter du contre avec devant Emilio Butragueño, le jeune avançant du Real de Madrid qui peut surprendre, mais les Brésiliens monopolisent ce ballon et ce sera difficile de leur prendre car effectivement en altitude et avec la chaleur, on ne peut pas jouer physiquement à 100% pendant 90 minutes. Mauvaise passe de Julio César et c'est Michel qui a repris le ballon pour l'Espagne. Michel qui sert Butragueño. Une balle qui file maintenant jusqu'au numéro 11 espagnol Julio Alberto. Et une faute sifflée par l'arbitre, une faute commise sur Butragueño, rapidement jouée du reste par les Espagnols et cela ne donne rien si ce n'est un dégagement de Carlos, le gardien brésilien. « 6 minutes de jeu donc depuis le début de ce match entre le Brésil et l'Espagne et toujours 0-0. On est très prudent, c'est le moins qu'on puisse dire, à la fois du côté brésilien, à la fois du côté espagnol. On ne se découvre guère.
Regardez, là, il y avait 4 Espagnols. Oh! Oui, l'arbitre avait sifflé hors jeu, mais là, c'était une fort belle occasion pour l'attaquant brésilien. Auparavant, donc, l'arbitre de touche avait signalé ce hors jeu. Plus de peur que de mal pour les Espagnols qui peuvent repartir à l'attaque. Salinas aux prises avec Julio César, donne derrière à Julio Alberto. Et là encore une fois, cette fois c'est au tour des Espagnols d'être pris en position de hors-jeu. En tout cas, les deux gardiens pour l'instant, après 8 minutes de jeu, n'ont pas connu réelle difficulté, que ce soit Carlos ou que ce soit Zubizarreta. Ils n'ont quasiment pas touché le ballon. C'est pour vous dire que tout se passe en milieu de terrain pour l'instant. Encore une faute grossière là d'un défenseur espagnol. Oui, malheureusement, face à la très bonne circulation de balles des Brésiliens, eh bien, les Espagnols n'ont pas beaucoup de solutions, si ce n'est effectivement faire des fautes. Et la défense espagnole a la réputation de ne pas se laisser faire avec des défenseurs comme Goicoechea, Camacho, Victor là qui se faisait rappeler alors par Maceda, Thomas aussi, qui sont tous très durs sur l'homme. Superbe coup franc brésilien qui est passé très près. C'était signé Julio César et c'est pas passé loin des buts de Zubizarreta. Premier avertissement donc pour l'Espagne, un avertissement sans frais alors que l'on joue 9 minutes et 26 secondes pour l'instant en première mi-temps. Zubizarreta qui a la lourde charge de remplacer Arconada dans cette équipe d'Espagne. Et qui a eu donc sa première véritable alerte. Les Espagnols qui repartent à l'attaque avec Francisco. Long ballon en avant alors qu'un Espagnol se retrouve à terre. Le Brésil, c'est effectivement une équipe impressionnante. Le seul pays de cette Coupe du Monde des 24 pays qualifiés à avoir participé aux 13 Coupes du Monde, alors que l'Espagne n'est jamais parvenue, ne serait-ce qu'en demi-finale. Et le Brésil, c'est le pays qui a gagné 3 fois cette Coupe. Les Espagnols, pour l'instant, en tout cas, les attaquants Butragueño et Salinas ont pas mal de problèmes avec la paire centrale de défense brésilienne, Julio César et Edinho. Butragueño, qui est pourtant fort habile, n'a pas pour l'instant réussi à leur fausser compagnie. Et toujours cette même stratégie brésilienne de conserver la balle en milieu de terrain avant d'adresser de longues balles en avant, soit pour Casagrande, soit pour Careca. J'entends pas ce que tu dis, j'ai un retour son beaucoup trop fort. J'entends pas ce que tu dis. C'est ça le problème, c'est que je sais pas ce que tu dis, je sais pas quoi. Au moment où... Et moi je vois pas les numéros. Ça passe ou ça passe pas? Encore Salinas aux prises avec Julio César. C'est Julio César qui a le dernier mot et Salinas qui va donc bénéficier d'une remise en touche pour cette équipe d'Espagne qui semble prendre un peu confiance en elle maintenant au fur et à mesure du temps qui passe, alors que là c'est Carlos, le gardien brésilien, qui place ses défenseurs au nombre de 5 sur ces images. Supériorité numérique donc des défenseurs brésiliens sur ce corner espagnol. Corner bien tiré au deuxième poteau.
Mais c'est une nouvelle fois la défense brésilienne qui a le dernier mot. Pas pour longtemps. La balle de nouveau dans les pieds espagnols. Récupération de Victor, mais la mauvaise passe. Et les Brésiliens vont pouvoir se dégager. Une petite talonnade. Et on va porter tranquillement la balle en milieu de terrain. Edson. Longue transversale. Encore une intervention musclée, mais cette fois correcte. Permet à l'Espagne de reprendre possession du ballon. Victor qui a passé la ligne médiane. Long ballon, fort bien joué d'ailleurs. Long ballon en direction de Salinas. Mais une nouvelle fois, Julio César s'est interposé. L'équipe d'Espagne complètement transformée, Patrick Montel, car depuis la dernière Coupe du Monde, seuls 2 joueurs font encore partie de cette équipe. Il s'agit de Gordillo et de Camacho. Tout le reste de l'équipe a été revu. Oh, superbe occasion encore pour le Brésil à l'issue de ce débordement dans la surface de réparation, suivi d'un centre en retrait, repris par la tête de Socrates. Et l'Espagne a été toute heureuse là de pouvoir dégager ce ballon en corner. Corner qui va être tiré par Junior. Intervention de la défense espagnole. Il est passé, Butragueño est passé. Il peut servir Julio Alberto, puis de nouveau maintenant Butragueño, mais la balle est trop longue. À surveiller, Patrick, ce numéro 9 espagnol, Emilio Butragueño, c'est l'avant-centre du Real de Madrid. Il est jeune, il vient du club de Castilla, c'est la réserve des jeunes au Real de Madrid. L'avant-centre de tous les miracles cette année en Coupe d'Europe. C'est un garçon très très vif, très rapide, qui a un bon coup de rein, qui peut surprendre n'importe quel défenseur, y compris les défenseurs brésiliens. Et je crois que les Brésiliens ont intérêt à le surveiller. La balle dans les pieds de Branco, puis de Julio César. Julio César, véritable tour de défense, tous les ballons passent par lui. Un quart d'heure de jeu et toujours 0-0 dans ce premier match du groupe D entre le Brésil et l'Espagne. Et pas vraiment de franche occasion de but pour l'instant. Les deux équipes se neutralisant beaucoup en milieu de terrain. Coup franc pour le Brésil, un coup franc qui passe largement à côté des buts. Défendu par Zubizarreta, c'était Socrates qui avait tenté sa chance, profitant du fait que le ballon est moins freiné en altitude, donc on peut espérer placer des tirs victorieux et ceux de très loin. En tout cas, Patrick, il ne semble pas question pour les deux équipes de s'en tenir à un match nul. Aussi bien l'Espagne que le Brésil ont l'air bien décidés à construire la victoire. Oui, bien que quoi qu'un match nul, je pense, arrangerait quand même les deux équipes. Enfin, pour l'instant, effectivement, on a l'impression que même si elles construisent le jeu en milieu de terrain, elles cherchent véritablement des ouvertures décisives. Et là encore, un exemple de cette ouverture peut-être, avec une tentative de Salinas. Ce n'est pas perdu pour l'Espagne. Un beau centre, mais qui passe largement, qui sort largement. Et en plus, il y avait une position de hors-jeu signalée par l'arbitre de touche de la rencontre. C'était un débordement du petit arrière droit de l'Atlético Madrid, Thomas. De nouveau les Brésiliens avec Edson.
Comme d'habitude, il remet la balle sur Julio César, Socrates. Et encore une intervention irrégulière de Francisco, du Betis de Séville. Et un nouveau coup franc sifflé par l'arbitre au bénéfice bien sûr des Brésiliens. Et nous jouons depuis 17 minutes au stade Jalisco de Guadalajara entre le Brésil et l'Espagne, toujours 0-0 dans ce groupe D. Oh là là, l'arbitre avait sifflé. Il y avait quand même un spectaculaire loupé d'un attaquant brésilien, un ciseau. L'Espagne, souvenez-vous, de 82 avait complètement manqué son mondial. Ça s'était bien mieux passé en 84 puisqu'elle est parvenue en finale du championnat d'Europe contre la France. Cette année, les 3 clubs espagnols, l'Atlético, le Real et Barcelone, sont parvenus en finale et c'était une première historique des coupes d'Europe. Seul le Real de Madrid d'ailleurs est devenu champion d'Europe. Enfin, ce qui prouve que l'Espagne est bien revenue, en tout cas est revenue à un niveau intéressant. Ouais, une tentative là de Julio Alberto, une tentative qui est passée à côté, mais qui montre quand même que les Espagnols prennent confiance au fur et à mesure du temps qui passe et inquiètent maintenant assez régulièrement le gardien des Corinthians de São Paulo, Carlos. C'est vrai, Alain, les Espagnols sont sur la courbe ascendante en ce moment. Tous leurs matchs amicaux se sont d'ailleurs bien passés puisque l'Espagne a battu à la fois la Belgique et la Pologne 3-0, l'URSS 2-0. Et l'Espagne, en qualification, a dû se défaire de l'Écosse et du Pays de Galles. De l'Islande aussi. Zubizarreta, gardien basque, les Espagnols depuis plusieurs années font confiance aux Basques dans les buts. Arconada, souvenez-vous d'Iribar. Victor Julio Alberto qui touche énormément de ballons dans cette première mi-temps. Très très vif, talonne pour Victor. Belle ouverture pour les Brésiliens. Careca qui se débarrasse de 2 adversaires. Ah, dommage. Oui, dommage. Il a cherché l'ouverture et là, un défenseur espagnol se trouvait... Attention à Butragueño qui est bien parti là encore. Ah oui, là, ça se débride un tout petit peu maintenant. On est passé à la vitesse supérieure alors qu'on joue la 20e minute de jeu. Chaque pays tentant apparemment le chaos. Junior qui joue à Torino en Italie. La balle circule bien côté brésilien, Patrick. C'est un jeu traditionnel brésilien. Et les Brésiliens jouent sans Zico, c'est vrai, mais il y a Socrates, regardez, le ballon tourne très très bien à ras de terre. On progresse bien au 1-2. Les efforts ne sont pas énormes physiquement pour les Brésiliens. C'est la balle qui fait tout le travail, si j'ose dire. Et les Brésiliens progressent bien jusqu'au but. Ce sont eux qui seront les plus dangereux. Oui, là on retrouve vraiment typiquement le jeu brésilien fait de déviations, extrêmement rapides et la défense espagnole commence un petit peu à souffrir, commence un peu à avoir le tournis, j'ai l'impression. Je crois que toutes les équipes, voyant arriver le Brésil, jouant ainsi face au but au 18 mai, je crois que toutes les équipes ont un petit moment de panique en défense. Mais enfin, les défenseurs espagnols sont solides et en ont vu d'autres. Francisco. Maceda. Maceda, la tour du Real de Madrid à l'arrière. On fait à peu près la même constatation qu'hier en ce qui concerne les trajectoires du ballon, en ce qui concerne les balles aériennes. Le ballon va très vite et très loin. Donc, oui, parce qu'en altitude, Patrick, le ballon reste plus longtemps en l'air et lorsqu'on fait une longue ouverture, eh bien, il faut être très très précis et je crois que ce sera l'une des armes par exemple de Platini. Tout à fait, il faudra savoir doser la trajectoire de ces ballons. En tout cas, les Espagnols, pour l'instant, plusieurs fois ont échoué dans ce domaine. Donc on porte le ballon, comme Michel ici, qui a cherché à servir Butragueño. Il y a une forte ossature du Real de Madrid dans cette équipe avec Michel, Butragueño, Maceda, Gordillo.
crois que les Espagnols ont compris, les Brésiliens sont maîtres d'œuvre en ce qui concerne la circulation de balles et l'Espagne va chercher à jouer par contre. Socrates, il avait fait un petit séjour à Florence en Italie, ça s'était pas très bien passé et puis il semble avoir trouvé tout son moral, tout son punch de retour au Brésil. Ouais, il est retourné au Flamengo, Socrates. Attention à ce... Et Michel qui peut tranquillement récupérer le ballon, qui le porte jusqu'au milieu du terrain, relais avec Francisco. Et là une balle un peu approximative, ce qui a permis aux Brésiliens d'écarter sans trop de problèmes le danger. Et toujours ce ballon dans les pieds brésiliens. Les Espagnols sont condamnés à regarder et à attendre, par exemple, à faire ce genre de faute derrière lorsqu'un attaquant brésilien essaye de trouver la faille. Non, ils ont décidé de ne pas prendre de risques avec Careca et Casagrande, semblant craindre leur vitesse de pointe. Ils font la faute, mais ils font la faute aux 35 mètres. Careca et Casagrande qui sont deux beaux athlètes. Casagrande fait tout de même 1m89, Careca 1m80. Ce sont deux attaquants très rapides, très costauds et il faut les surveiller. Alors un coup franc qui peut être dangereux, toujours à cause de la moindre résistance de l'air. Non, complètement raté là. Pas trop ce qu'il a voulu faire. L'ami Junior. La présumée de ses forces peut-être, c'était un peu loin. 23 minutes de jeu en première mi-temps et toujours 0-0 dans ce premier match du groupe D entre l'équipe du Brésil en maillot jaune et l'équipe d'Espagne. En tout cas, si vous aimez les chiffres, sachez que le Brésil donc a remporté 3 fois cette Coupe du Monde de football, 57 matchs au total, 37 victoires, 10 matchs nuls, 10 défaites seulement et 144 buts marqués pour 62 encaissés. Je crois que des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, le Brésil est vraiment l'un des favoris de cette 13e Coupe du Monde. Ah oui, c'est vraiment l'équipe Coupe du Monde et en plus jouer au Mexique, c'est évidemment un atout supplémentaire pour l'équipe brésilienne. Alors attention à Butragueño. Première occasion, c'est là. Oh là là, première superbe occasion pour l'Espagne. C'est pas fini, Patrick. Ah oui, là en 2 occasions, les Espagnols ont créé le doute, ont semé la panique, en tout cas dans cette défense brésilienne. La preuve que l'Espagne va bien, la preuve que aussi le Brésil n'est pas invulnérable malgré la solidité apparente de sa charnière centrale. Là, les Espagnols ont réussi à 2 reprises à créer la panique et en tout cas, surtout sur la première action, à frôler l'ouverture du score. Oui, je crois qu'on a la confirmation de ce que je vous disais. Emilio Butragueño chargé devant de s'échapper dans les moindres espaces. C'est ce qu'il a fait. Et à suivre Emilio Butragueño. Surnommé le buitre en Espagne, ça veut dire le vautour. Et je crois que là, le vautour était bien placé. Moi j'ai l'impression que l'Espagne est en train de prendre confiance maintenant. Ils ont eu un peu peur au début des Brésiliens, ils se sont laissés un peu endormir par ces balles au milieu de terrain et maintenant les Espagnols jouent beaucoup plus vite et jouent beaucoup plus juste surtout. Le problème de l'Espagne, c'est que lorsque les Espagnols se débarrassent du ballon sur des longues balles, ils savent très bien que les Brésiliens vont la récupérer, la faire tourner et a fortiori, les Espagnols en sont privés, alors ils ont compris, ils gardent un peu ce ballon, ils le conservent, ils essaient de bien progresser jusqu'aux 18 mètres. C'est apparemment ce qu'ils font. Il y a un garçon dans cette équipe d'Espagne qui me fait une très forte impression, c'est Julio Alberto. C'est vraiment le poumon de cette équipe espagnole. Tous les ballons transitent par Julio Alberto et en plus c'est un garçon qui n'est pas du tout maladroit, qui est capable de dribbler, d'effacer un adversaire. Julio Alberto, c'est l'arrière-aile de Barcelone. Et souvenez-vous, c'est lui qui avait marqué contre la Juventus en Coupe d'Europe. Et là une balle tout à fait approximative côté brésilien. Aucun danger pour l'Espagne. Le public d'ailleurs n'a pas l'air très content. Je pense que le public est évidemment tout acquis à la cause Carioca. Il devait être un peu déçu de voir qu'après plus de 25 minutes de jeu, non seulement le Brésil n'a toujours pas trouvé la faille, mais encore il a bien failli tout à l'heure se faire surprendre sur une action signée Butragueño. Oui, les Brésiliens qui ont marqué pas moins de 21 buts dans ce stade en 1970, l'époque de Pelé,
Alors je comprends que ce public attend le début brésilien. En plus, les confrontations entre le Brésil et l'Espagne en Coupe du Monde se sont toujours soldées à l'avantage des Brésiliens, à l'exception d'une seule année où en 1934 l'Espagne avait battu le Brésil, c'était à Gênes en Italie, mais à part cela, eh bien, en 58, en 62, en 78, y compris à Mar del Plata, eh bien, l'Espagne et le Brésil avaient fait 0-0 en 78. Ils s'en sortent bien encore là, les Brésiliens. Et ça peut être dangereux sur ce contre, d'autant plus que le défenseur espagnol a été surpris par Casagrande. Et finalement, tout heureux là. Oh là là, Casagrande qui a manqué vraiment de clairvoyance. Il avait une balle en or et il l'a laissé filer dans les pieds de l'adversaire. Ils sont quand même très très dangereux, les Brésiliens. Et on retrouve Julio Alberto, voilà. Très très offensif sur le flanc gauche. Je crois que l'Espagne a, comme on dit, laissé passer l'orage, Patrick. Absolument. Les Espagnols qui, à l'image de Francisco, distribuent fort bien le ballon et font maintenant plus que jeu égal en milieu de terrain avec le Brésil, ce qui est quand même en soi une première surprise, même si là, la finition manque un tout petit peu. La balle étant nettement trop profonde et en plus l'attaquant espagnol Salinas étant signalé en position de hors-jeu. Edson qui relance pour le Brésil avec Junior. Et une faute très nette encore. Ah oui, mais ce sont des fautes qu'il faut faire avant la surface de réparation, avant les 18 mètres. Sinon, eh bien, c'est très très dangereux. Je crois que tous les entraîneurs du monde expliquent cela à leurs défenseurs. Une faute sanctionnée par un coup franc à 20-25 mètres, c'est bien moins dangereux qu'une faute que l'on est obligé de faire dans les 18 mètres parce que l'attaquant s'est infiltré trop loin. Apparemment tiré par Socrates. Oui, comme d'habitude, j'allais dire. Toujours à peu près à la même distance, les défenseurs espagnols, en l'occurrence là c'était le milieu de terrain Francisco, ne prennent évidemment pas de risque. Et un beau coup franc là, très très beau coup franc qui a fusé, qui est passé à côté des buts de Zubizarreta, mais ce sont des balles qui arrivent très très fortes et qui peuvent surprendre un gardien de but. On approche de la demi-heure de jeu et c'est toujours le score nul et vierge de 0-0 qui sanctionne ce premier match du groupe D. Entre le Brésil, favori logique du groupe, et le challenger, l'Espagne, puisqu'on pense en général, du moins les pronostiqueurs pensent que l'Algérie et l'Irlande du Nord sont un tout petit peu en dessous de ces deux équipes, quoique ça reste à prouver bien sûr, l'Algérie en ayant fait la démonstration lors de la dernière Coupe du Monde. Oui, il faut espérer que l'Algérie, ou du moins que le Brésil, ne se retrouve pas dans la situation de l'Allemagne en Coupe du Monde en 82, où, souvenez-vous, l'Algérie avait battu l'Allemagne. C'était la grosse surprise. Je crois que là, les Algériens qui sont dans le groupe du Brésil et de l'Espagne sont attendus, si j'ose dire. Il y a aussi l'Irlande du Nord. Attention là, un contre espagnol qui peut être dangereux. Bonne intervention de la défense brésilienne. Il y avait eu une mauvaise passe brésilienne qui aurait pu coûter cher. Les Brésiliens qui repartent immédiatement à l'attaque. Une balle dans la surface de réparation. Et là, il a été pris en tenaille par deux défenseurs espagnols. Il était en plus signalé hors-jeu. Mais ça va vite, ça joue bien, ça joue vite. Je crois que Patrick, on assiste à un petit renversement de situation. Les Brésiliens ont bien dominé pendant 20 minutes ce début de match. La balle tournait. Les Espagnols cherchaient comme ils pouvaient à récupérer ce ballon. Et puis depuis 10 minutes, les Espagnols sont maîtres du ballon au milieu de terrain. Et les Brésiliens, à leur tour, jouent en contre-attaque. Tout à fait. C'est exactement l'inverse du début de cette première mi-temps. Les Espagnols qui se retrouvent encore en position favorable d'attaque avec une tentative de très loin qui n'inquiète évidemment pas le gardien des Corinthians, Carlos. C'était une tentative signée Michel, ce milieu de terrain du Real Madrid. Michel, très très bon récupérateur de ballon. Il joue au Real de Madrid. Il a fait une excellente saison avec le Real, champion d'Espagne, champion d'Europe. Beaucoup d'observateurs au Mexique pensent que l'Espagne peut aller loin. Encore une mauvaise passe là de Socrates, mais qui n'a pas profité aux Espagnols. Et de nouveau les Brésiliens à l'attaque, les Brésiliens dans le camp espagnol. Ça va moins vite. Hein. Ça va un petit peu moins vite, oui. On souffle un peu, c'est normal. Là, il y avait Alemano. Et une petite balle de Junior là qui était habile. Et l'arbitre estime qu'il y a eu une faute commise. Un pied en l'air.
Et c'est un coup franc pour l'Espagne. Ça va permettre aux Espagnols de respirer un tout petit peu. Fois, cet arbitre australien, pour l'instant, se débrouille très très bien. Ouais, je crois qu'au début du match, il y a eu quelques explications un petit peu sévères entre les défenseurs espagnols et les Brésiliens. Je crois que M. Bambridge, l'arbitre australien, a bien fait de sortir le carton jaune. Ce sont les consignes très strictes qu'ont reçues les arbitres, qui ont tous suivi un stage de préparation avant cette Coupe du Monde, comme à chaque fois. Et M. Havelange, le président de la FIFA, leur a d'ailleurs dit à tous les arbitres, la propreté et la bonne tenue de la Coupe du Monde dépend aussi de vous, et je crois que les arbitres ont intérêt à le démontrer. Ça va nettement moins vite. Le début de match a été rapide, Patrick, avec des Brésiliens assez euphoriques qui réussissaient beaucoup de choses. Et puis là, je crois que... Et puis en plus, ils ne sont pas aidés par le public. Le public n'arrête pas de conspuer cette équipe brésilienne. Là, une bonne déviation de la tête d'Edson, mais un ballon qui n'inquiétera absolument pas une défense espagnole renforcée. Ils étaient 6 là dans la surface de réparation contre 3 attaquants brésiliens. L'Espagne qui s'organise fort bien, vous le voyez là au milieu de terrain, avec une très belle balle qui va malheureusement sortir, une balle qui était destinée toujours à Butragueño. Il serre les poings, Butragueño. Je crois que ce Emilio Butragueño, il ne faut pas le laisser partir. Il est capable d'accélérer sur une petite distance et sur des balles longues comme ça, il est très dangereux aussi. Je crois que les défenseurs brésiliens n'ont pas intérêt du tout à le laisser partir, à le laisser libre de tout mouvement sur une aile ou dans un espace libre au centre. Socrates qui vient chercher les ballons dans son camp pour essayer de redonner un peu de tonus à cette équipe brésilienne. Alemão qui a fait une transversale, le Brésil en bonne position là peut-être par Junior qui récupère le ballon, mais de nouveau un tacle assez sévère d'un défenseur espagnol. Et l'Espagne peut repartir car l'arbitre a laissé l'action se poursuivre. Long ballon, beaucoup trop long celui-là, directement dans les bras de Carlos. Oui, c'est toujours le problème d'arriver à doser ces longs ballons en avant. Et visiblement, ce n'est pas encore résolu en ce qui concerne le milieu de terrain espagnol, qui est beaucoup plus dangereux lorsqu'il procède par petites passes précises et rapides. En tout cas, depuis un moment, les deux gardiens n'ont pas énormément de travail. Le ballon circule au milieu de terrain. Mais aussi bien Zubizarreta que Carlos n'ont pas énormément de travail, pas beaucoup d'arrêts. On a signalé 2-3 bons tirs des Brésiliens. Une belle action de Butragueño côté espagnol. Oui, c'était d'ailleurs l'action la plus dangereuse de cette première mi-temps. En tout cas, après presque 35 minutes de jeu, il reste 10 minutes donc avant la pause. Et bien toujours 0-0 entre le Brésil en jaune, l'Espagne en rouge. Premier match de ce groupe D dans cette Coupe du Monde. Et toujours Julio Alberto sur le flanc gauche. Julio Alberto qui se débarrasse de 2 Brésiliens. Victor maintenant. Victor, le meneur de jeu de Barcelone. Là, il y a une petite faute sur l'attaquant espagnol. Faute que l'arbitre ne siffle pas. Ce qui permet au Brésil de se dégager. Et aux Brésiliens de remonter tranquillement leur partie de terrain. Super ambiance tout de même dans ce stade Jalisco, Patrick. Oui, ça doit être quelque chose. Un stade qui contient 67 000 places, un stade inauguré en 1960 et je vous le disais, le Brésil a si bien figuré en 1970. Depuis un petit moment, les Brésiliens cherchent la faille dans la défense espagnole. Ça a failli leur réussir dans les 20 premières minutes, mais là, je crois que les Espagnols ont trouvé leur marque, ils sont bien placés à chaque fois et les Brésiliens ont du mal. C'est vrai, l'Espagne tient bien. À l'image de Salinas, là, dépossédé du ballon par Julio César. Les Brésiliens qui ont l'air de vouloir emballer un peu la machine. Là, ça va un tout petit peu plus vite. Edson, très offensif cet arrière latéral. Julio César qui tente sa chance, superbe tir de Julio César et première intervention sérieuse. C'est très bien détendu sur ce superbe tir là. Je crois que
C'est le problème des gardiens, Patrick. On peut rester 10 minutes, comme souvent Joël Bas dans certains matchs, sans occasion. Et puis, lorsque c'est la première balle se présente, sérieuse, il faut être bien présent, bien détendu. Il faut être toujours en alerte. Ouais, une belle frappe qui était signée Elzo, le milieu de terrain du Mineiro. Et c'est Junior qui tire le corner. Encore une sortie des 2 points, cette fois pour Zubizarreta. Et c'est toujours le Brésil là, qui appuie maintenant sur l'accélérateur. Et là, bonne intervention espagnole. Mais c'est encore Alemão, le défenseur brésilien, milieu de terrain brésilien, qui va se retrouver en possession du ballon. Et cette fois bien plus loin, début défendu par Zubizarreta. Je crois que la mi-temps va faire du bien aux deux équipes. Les Brésiliens ont cherché 20-25 minutes la faille dans la défense espagnole. Là, ils sont un petit peu en panne d'imagination. Il est difficile d'avoir la même constance, le même dynamisme pendant les 45 minutes. Et puis à l'image des Italiens, hier, les Espagnols aujourd'hui jouent bien la contre-attaque. Ils se regroupent bien derrière. Ils contrent bien et ils savent lancer dangereusement. Butragueño devant. Tout le problème de savoir si en deuxième mi-temps, les deux équipes vont pouvoir soutenir un rythme comme le début de cette mi-temps. Encore un long ballon, cette fois il était bien dosé, mais c'est Julio César qui s'est interposé pour le Brésil et qui relance la contre-attaque avec Edson qui va vite lui. De nouveau Edson, Socrates. Alors ça joue bien en 1-2 entre Socrates. Là. Effectivement, les défenseurs espagnols sont vigilants. Ils ont eu la démonstration en début de mi-temps de ce qu'était capable de faire Socrates et le milieu de terrain brésilien en 1-2 à l'approche des 18 mètres. Et je crois que maintenant, ils ont compris. Comme d'habitude, c'est Junior qui tire le corner au premier poteau. Sans danger, attention quand même. Il n'y aura pas faute. Oh là là! Ah, c'est Maceda qui dégage de la tête. Il y avait une erreur d'appréciation, là, pour le moins, en tout cas, du défenseur espagnol qui a remis la balle dans la surface. Mais le Brésil n'a pu utiliser cette action car Maceda s'est interposé. Julio Alberto à la touche. Oui, Maceda 1m89, Goicoechea 1m81. Je crois que de la tête, les avants brésiliens auront du mal avec les défenseurs espagnols. Mais ils ont à peu près les mêmes gabarits, hein, Casagrande et Carica. Donc c'est à peu près à égalité de ce côté-là. Le Brésil jouera d'ailleurs, s'il termine premier de son groupe, il jouera d'ailleurs le 8e de finale dans ce stade de Jalisco à Guadalajara. Oui. Il y avait faute, Socrates, Edson. Maintenant en possession du ballon. Junior à ses côtés. Ça ne passera pas. Julio Alberto a des talents de création, il a aussi des talents de défenseur. C'est vraiment le milieu de terrain complet. C'est l'arrière moderne, Patrick, un défenseur capable de se replier très vite, d'être bon sur le tacle, bon dans la relance. Julio Alberto, c'est l'arrière type moderne. Cinq minutes avant la mi-temps de ce match entre le Brésil et l'Espagne, toujours 0-0. C'est le premier match du groupe D. Et oui, une faute, il a beau lever les bras au ciel. Une faute sur Junior et un coup franc qui pourra peut-être être dangereux pour cette équipe du Brésil, même si les Brésiliens pour l'instant... Junior, l'un des vétérans de cette équipe, il a 31 ans, 57 sélections, il joue à Torino dans le calcio en Italie. Oui, tout comme Edinho d'ailleurs, lui, le défenseur qui joue à Udinese.
Le mur espagnol. Je crois que si les Espagnols font comme les Italiens face à la Bulgarie, l'arbitre aura du mal. Oh, ça pouvait être dangereux. Oui, beaucoup de tête là. Très très beaucoup de tête. Je crois que la seule façon pour les Brésiliens de surprendre, en tout cas en deuxième mi-temps maintenant, parce qu'il reste 3 minutes, de surprendre l'Espagne, c'est de jouer comme ils l'ont fait en début de mi-temps, par une 2 très rapide, un jeu collectif très vif à l'approche des 18 mètres. Car l'Espagne se regroupe bien derrière, ils sont bien placés, physiquement ils tiennent le coup. Même si le Brésil a quand même, semble-t-il, repris un tout petit peu l'ascendant cette fin de première mi-temps, les Espagnols payant peut-être un peu les efforts consentis, et le Brésil maintenant beaucoup plus souvent en possession de la balle, beaucoup plus dangereux aussi. Je crois que le Brésil est en train un petit peu de douter parce que cette défense espagnole effectivement est bien groupée. Regardez, le ballon repart assez bien. Butragueño est dangereux devant. Je crois que les Brésiliens n'auront pas trop d'un petit quart d'heure à la mi-temps pour essayer de solutionner tout ça. Oui, Salinas qui... Oui, là on a joué au plus dur. Commet incontestablement une faute sur la personne d'Edinho. Et le Brésil, de nouveau à l'attaque, et toujours par l'intermédiaire de cet arrière latéral, Edson, constamment sollicité au niveau de la relance. Allez Mao. Allez, les passes brésiliennes n'arrivent plus. J'ai quand même l'impression que Butragueño va s'épuiser à courir comme ça devant. La deuxième mi-temps va être longue pour lui peut-être. Tout à fait, c'est le problème de l'avant-centre moderne. Parce qu'il n'est pas très épaulé, il est obligé de partir seul, de compter sur lui-même une fois que la balle est dans son dos. Et... totalement isolé, Butragueño. Salinas de temps en temps lui donnant un petit coup de main, mais bien souvent seul aux avant-postes. Enfin pour l'instant l'Espagne fait une bonne opération. Les 30 dernières secondes de cette première mi-temps. Ah, il était trop petit là pour récupérer ce ballon, Careca. Peut-être Victor. Ça ne donnera rien là. Si ce n'est une relance brésilienne. Et la mi-temps sifflée très exactement après 45 minutes pile de jeu par l'arbitre australien. Mi-temps donc 0-0 entre l'Espagne et le Brésil, et la bronca du public de Guadalajara. 45 minutes pour convaincre, 45 minutes dans la deuxième mi-temps, donc pour permettre soit au Brésil soit à l'Espagne de prendre un avantage dans ce groupe D. Là. Et oui, il y a deux, on est fou de foot, mais on est fou de musique aussi, car juste après ce match Brésil-Espagne, aux alentours de 21h45 dans Musique au cœur, Evry Djiri recevra un grand amateur, un grand chef d'orchestre qui est aussi un grand amateur de football, Seiji Ozawa. Mais tout de suite, revenons au match qui nous intéresse, le match Brésil-Espagne. Et autour de moi, j'ai deux spécialistes, Alain Vernon et Patrick Montel. Et d'ailleurs, c'est eux qui nous ont commenté ce match depuis le début, car nous avons quelques petits problèmes de transmission. Oui Valérie, je crois qu'il faut expliquer un petit peu aux téléspectateurs ce qui se passe. Nous avons avec le Mexique des liaisons normales, des liaisons que nous recevons du son et de l'image. Bon, l'image, il n'y a pas de problème. En général, ça se passe très bien à la télévision. Le problème, c'est le son. Alors, pour le son, il y a ce qu'on appelle le son d'ambiance, que l'on reçoit très bien ici en France et dans tous les pays qui sont chargés de commenter cette Coupe du Monde, parce que c'est un son ambiance qui arrive par satellite. Le son des commentateurs, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est un son téléphonique.
Alors, c'est une liaison PTT grosso modo. Il y a des problèmes, vous l'avez vu, nous n'avons pas pu joindre Michel Drucker et Roger Piantoni, nos envoyés spéciaux sur place. Alors, nous en sommes réduits un petit peu à vous commenter au pied levé ce match entre le Brésil et l'Espagne. Un match qui voit donc un résultat nul à la mi-temps. Patrick Montel, je crois que sur l'ensemble de la première mi-temps, entre le Brésil et l'Espagne, on a vu 20 bonnes minutes du Brésil et puis une équipe d'Espagne réagir quand même en fin de mi-temps. Moi, je crois que le score est parfaitement mérité. C'est un score qui représente tout à fait ce qu'on a vu, c'est-à-dire au départ une équipe du Brésil assez entreprenante, une équipe d'Espagne plutôt sur ses gardes, et puis au fur et à mesure du temps qui passe, au fur et à mesure des erreurs brésiliennes au niveau de la relance, et puis aussi peut-être au manque de pénétration brésilien, eh bien un souci de construction répond à un souci de construction espagnole, une équipe d'Espagne qui prend confiance en ses possibilités, une équipe d'Espagne qui a parfaitement apparemment préparé cette Coupe du Monde, et après 45 minutes de jeu, un score tout à fait logique, 0-0, même s'il y a eu quelques occasions de but, même si et le Brésil et l'Espagne auraient pu prendre l'avantage dans cette première mi-temps. En tout cas, je pense que dans la deuxième partie, on pourrait bien assister à des buts, ne serait-ce que pour continuer ce qui avait été commencé hier à l'occasion du match d'ouverture, c'est-à-dire 2 buts dans un match d'ouverture. On n'avait pas eu l'occasion de voir cela depuis très très longtemps en Coupe du Monde, Alain. Alors on peut imaginer que, un peu comme en 70, la Coupe du Monde mexicaine, ce sera une Coupe du Monde avec des buts, même si on l'a vu, les avant-centres connaissent pas mal de problèmes, les avant-centres modernes, que ce soit Caroca ou Casagrande au Brésil, ou que ce soit Butragueño en Espagne, sont quand même un tout petit peu isolés au sein des défenses qui, elles, sont considérablement renforcées. Merci Patrick. Je crois que Valérie, ce qu'il faut que vous sachiez et que les téléspectateurs sachent, c'est qu'actuellement sur les 24 pays engagés dans cette Coupe du Monde, eh bien seulement 4 pays reçoivent les commentaires de leurs envoyés spéciaux. Alors, autrement dit, il y a 20 pays, dont la France, qui ont ce problème ce soir. Nous allons donc suivre ensemble cette deuxième mi-temps, à moins que nous puissions retrouver Michel Drucker et Roger Piantoni, qui sont donc dans le stade de Jalisco à Guadalajara. En tout cas, l'événement de ce soir, voilà, outre Brésil-Espagne, c'est tout de même France-Canada, qui aura lieu à minuit, que vous pourrez suivre demain matin sur Antenne 2, rediffusé. Et je crois, Patrick, que ce France-Canada, c'est le match que tout le monde attend. Oui, on l'attend, on espère avec du son, en ce qui concerne nos confrères de TF1. Espérons qu'ils auront un peu de son. En tout cas, effectivement, France-Canada, c'est la première épreuve de l'équipe de France sur le chemin de ce qu'on espère être un beau chemin, un peu peut-être dans le style de ce qu'il y avait eu en 1982, même si la France avait échoué en demi-finale. On peut penser que les Français partent largement favoris face au Canada. Les Canadiens qui n'ont même pas de championnat national chez eux, donc qui disputent cette épreuve un peu comme ça, sans véritable référence footballistique. Une équipe de France qui a connu quand même pas mal de problèmes intestinaux pour certains de ses membres. Je crois que tout va mieux. Oui, tout va mieux. Espérons qu'ils ne sont pas trop affaiblis, parce qu'on a vu qu'il y avait effectivement l'altitude jouait beaucoup et risquait d'influer sur les organismes. Alors 4 Français, donc un peu plus faibles que les autres peut-être, mais enfin la France a quand même une telle supériorité sur le plan à la fois compétition, à la fois sur le plan technique. On peut penser que l'équipe de France commencera victorieusement. Ce serait d'ailleurs préférable, car on sait que dans ce fameux groupe C, il y a 2 équipes de fameux clients qui sont l'URSS et la Hongrie. En tout cas, dans 3 heures, Bats à l'arrière, Amoros, non, dans les buts, Bats à l'arrière dans les buts, bien sûr, mais Amoros, Bossis, Battiston et Tussaud. Tussaud qui a été préféré à Bibar pour remplacer Ayache. Au milieu, il y aura Fernandez, Tigana, Gires, Platini. Devant, c'est Rocheteau qui épaulera Jean-Pierre Papin. Je crois que dans 3 heures, cette équipe de France aura hâte de marquer des buts, parce que je crois que depuis un bon mois qu'ils se préparent, ils ont un petit peu assez, ils attendent cette compétition, ils attendent le début, Valérie, de cette compétition. En tout cas, je voudrais aussi rappeler un rendez-vous demain soir en direct sur Antenne 2, c'est Pologne-Maroc à 0h. Je pense que vous serez fidèle à ce rendez-vous, à ce premier match de la Pologne et du Maroc. Ça devrait être un match tout de même intéressant entre 2 équipes qui ont un bon niveau technique, un bon niveau d'ensemble sur la compétition. Et puis, bien sûr, vous suivrez, j'espère, sur Antenne 2 cette Coupe du Monde jusqu'au 29 juin. C'est la date de la finale. Et la finale sera retransmise sur Antenne 2. Ah bah c'est parfait. Il y aura d'autres petits événements sportifs. Patrick, on peut peut-être faire le point sur cette journée sportive. Il y avait également Roland Garros et puis les 24 heures du Mans. Oui. Tout à fait. Bon, simplement pour dire, j'espère que ce ne sera pas un mauvais présage pour l'équipe de France de football, car Roland Garros, ça a été une journée noire pour les Français, puisque Yannick Noah a dû déclarer forfait. Sa blessure à la cheville le faisait trop souffrir. Donc Crick a été qualifié pour les quarts de finale par forfait. Et puis élimination en 5-7 de Forget. Forget qui s'est remarquablement battu face au vétéran argentin Guillermo Vilas. Il a manqué peut-être un petit peu de choses au 5e set pour que Forget emporte la décision. Toujours est-il que c'est Guillermo Vilas, lui, qui
a réussi à se hisser en quart de finale, ce qui fait que côté français, il ne reste plus qu'une petite chance, c'est celle que représentera Henri Lecomte au stade des huitièmes de finale. Henri Lecomte qui essaiera donc d'être le seul Français présent en quart de finale. Et puis il y avait également les 24 heures du Mans. Ce week-end, c'était la 54e édition des 24 heures du Mans. Encore une fois, ça a été un festival des Porsche, 7 sur 7. Les 7 Porsche aux 7 premières places avec la victoire finale de Derek Bell. C'est la 3e fois que Derek Bell remporte ces 24 heures du Mans. Et également, il faut le signaler, une course qui a été endeuillée par la mort du pilote autrichien Joe Gartner qui s'est tué au volant d'une Porsche 962. C'était cette nuit dans la ligne droite des Hunaudières. La course d'ailleurs a été neutralisée pendant près de 3 heures. Voilà, puis pour en revenir au football, si le premier match de l'équipe de France est donc contre le Canada à minuit ce soir, sachez que le deuxième match France-URSS aura lieu en direct sur Antenne 2. Ce sera à 20h et ce sera jeudi prochain. Valérie, je pense que vous serez des nôtres, vous serez avec nous. Ah, vous aimez le football? J'aime bien le football. Disons que je n'y connais pas vraiment grand-chose, mais je m'y intéresse. Et j'aimerais d'ailleurs vous poser une petite question. Vous avez quelques pronostics à propos de la France? Est-ce que vous pensez que ça marchera bien? Non, je pense que l'équipe de France a des chances, elle est donnée favorite, mais cette année, il y a beaucoup d'équipes de très très bon niveau. Patrick le confirmera, je crois que c'est une compétition très ouverte, avec peut-être bien sûr des favoris classiques, mais beaucoup trop d'incertitudes. Il y a la chaleur et l'altitude. Oui, et puis c'est vraiment une des Coupes du Monde les plus ouvertes qui soient. On a vu là, avec le Brésil et l'Espagne, deux équipes qui ont un potentiel pour aller loin dans la compétition. On a vu surtout hier avec cette équipe d'Italie qui personnellement m'a fait une grosse impression. On a vu que les Bulgares étaient capables également de réagir. On va découvrir dans les jours qui viennent la RFA, le Danemark qui sont des gros outsiders. On va découvrir le Mexique sur son terrain, savoir ce que les Mexicains sont capables de faire. Et puis l'Uruguay que nous annonce également comme une montagne. Bref, c'est bien difficile de faire un pronostic. Il faudra peut-être attendre les premiers matchs dans les préliminaires pour se faire une idée plus juste. Je crois que les deux équipes retrouvent le terrain de Jalisco et Guadalajara et je vous propose de nous retrouver en direct donc de Guadalajara avec l'espérance de retrouver Michel Drucker et Roger Piantoni qui sont qui ont des problèmes avec la liaison son au Mexique. Et n'oubliez pas qu'à deux, on est foot. C'est plus de 25 matchs. Tous les soirs à 19h10, c'est le journal, c'est à deux. À deux, on est fou de foot. Le mondial, c'est Drucker, Pivot, Holtz, Chapat, Père, Piantoni et Michel Platini en exclusivité. C'est à deux et à deux, on est fou de foot. Patrick, pour cette deuxième mi-temps, 0-0, donc entre le Brésil en jaune, l'Espagne en rouge. Une première mi-temps qui a vu une première fois la domination de l'équipe du Brésil, suivie par une domination un peu de l'Espagne en fin de première mi-temps. En tout cas, ces deux équipes en sont au point mort, 0-0. Il va falloir se décider dans cette deuxième mi-temps. Là, on ne peut pas dire qu'il y ait de rente d'observation. C'est parti extrêmement rapidement. Allez, Mao pour le Brésil. Alors avant que le premier but soit marqué, Patrick, je bats ma culpe. Le match France-Canada ne sera pas retransmis demain matin sur Antenne 2. Ce n'est pas la peine de se réveiller trop tôt. Non, mais vous l'aurez ce soir en direct sur TF1 à 0h. Le Brésil donc en possession du ballon. L'arbitre a jugé que l'intervention du défenseur espagnol était correcte, ce qui permet à l'Espagne de tenter sa chance. Et là, il y a faute par contre. Une faute signée Julio César et l'Espagne donc va bénéficier d'un coup franc dans le rond central. Et je rappelle que si vous recevez bien l'image et le son de Guadalajara et du stade Jalisco, eh bien, nous regrettons de ne pas avoir les commentaires de Michel Drucker et Roger Piantoni qui doivent être bien en peine perdus là-bas avec leurs problèmes techniques. Julio Alberto.
La balle dans les pieds de Francisco maintenant. Un ballon en avant qui ne donnera rien si ce n'est une remise en jeu pour les Brésiliens. Branco qui refait cette remise en jeu, qui va récupérer le ballon maintenant. Et toujours la bronca du public, Julio César, Edson. La petite foulée. Ah oui, Patrick, 67 000 personnes dans ce stade Jalisco. Oui, ça fait du bruit. Prêt à s'enthousiasmer. Et au risque de me répéter, je rappelle qu'en 70, les Brésiliens avaient fait des merveilles ici. Et notamment Monsieur Pelé. Tout à fait, on a encore évidemment le souvenir des exploits de Pelé sur cette pelouse. Long ballon, mais là il était bien hors jeu. Oui, oui. Il avait au moins 3 mètres, il était au moins 3 mètres devant le dernier défenseur brésilien. Aucun problème d'arbitrage, non, et un coup franc pour le... Alors oui, le problème des Brésiliens, eh bien, ça va être de trouver l'ouverture dans la défense espagnole. Les Brésiliens en première mi-temps ont tenté de le faire dans les 20 premières minutes. Ils ont bien joué en 1-2, très rapide. Toujours Socrates au départ d'ailleurs de ces actions, mais les Espagnols progressivement se sont bien placés, ont su contrer toutes les tentatives brésiliennes. Salinas, le deuxième attaquant de l'équipe d'Espagne en difficulté avec Edinho. Edinho qui a finalement bénéficié d'un coup franc, mais je ne crois pas. En fait, l'arbitre va refaire tirer ce coup franc. Vraisemblablement. Je crois que les consignes de Télé Santana, l'entraîneur brésilien, ont été relativement claires. On privait les Espagnols de ballon, car on a vu qu'en première mi-temps, avec notamment Butragueño devant, ils étaient très dangereux sur contre-attaque. Coup franc tiré par Michel qui ne donne absolument rien. Salinas n'était pas assez avancé, où la balle de Michel était mal dosée. Toujours est-il que Edson peut repartir maintenant avec Socrates. Junior. Socrates, bien fait là pour l'attaquant, pour l'arrière Branco de Fluminense qui était... Mais Camacho est un vieux briscard, hein, le capitaine du Real de Madrid. Je crois que les Espagnols ont un bon coup à jouer. Ils sentent que cette équipe du Brésil doute lorsqu'elle ne parvient pas à s'infiltrer en défense. C'est vrai, l'Espagne qui fait bien mieux que se défendre, qui tient la dragée haute au Brésil et qui effectivement pourrait bien elle aussi trouver l'ouverture, même si ce sont pour l'instant les Brésiliens à l'action. Une jolie tête, ah ça c'est bien fait. L'arbitre intervenant pour signaler une faute dans la défense espagnole, une faute qui va permettre aux Espagnols de recouvrer un peu leurs esprits, parce que là, ça fait tout de même un petit moment, en tout cas sur la vue de la fin de la première mi-temps, Patrick, les Brésiliens ont des problèmes, ils pénètrent bien le camp espagnol jusqu'aux 20-25 mètres. Et puis là, ils sont condamnés à tirer de loin, on l'a vu 2 fois à côté. En tout cas, ils n'arrivent pas à passer. Ils ne développent pas beaucoup le jeu sur l'aile. Et seul Socrates, avec des 1-2, essaie de passer. C'est pas facile de déstabiliser la défense espagnole. Julio Alberto, là... Il y a une santé sur Julio Alberto, l'arrière latéral de Barcelone. C'est pour l'instant avec Butragueño, je dirais l'attaquant entre guillemets le plus dangereux de cette équipe espagnole. Julio Alberto. Il n'a pas l'air de souffrir de l'altitude et de la chaleur. Tout à fait. Là, c'est un corner donc grâce à Julio Alberto. Un corner alors que Salinas est en position d'avant-centre au premier poteau. Un corner tiré par Victor. Et un dégagement de la défense brésilienne. Le ballon n'est pas perdu pour l'Espagne. Michel. En 1-2, Michel essaye de rentrer dans la surface, mais... C'est l'Espagne qui va trouver la faille en jouant comme ça. Branco intervient et relance pour le Brésil. Junior. Careca. Ah, bien fait, ah oui. Et on n'avait pas vu qu'il y avait effectivement la défense centrale espagnole qui veillait au grain et qui a pu s'interposer. Salinas.
Une faute. Oui, là, il se fait justice lui-même, Salinas. Hein. L'arbitre a quand même sifflé la première faute, ce qui va permettre à l'Espagne de bénéficier d'un coup franc. Il manque peut-être Zico dans cette équipe du Brésil. Zico capable de faire la différence à lui tout seul sur une accélération, sur un tir de loin. Et puis Falcao aussi. Et puis Falcao. Télé Santana a fait confiance à des jeunes, à des nouveaux pour ce premier match contre l'Espagne, mais je crois qu'en tout cas on a la confirmation de ce qu'on savait. C'est un groupe où l'Espagne et le Brésil sont de valeurs assez proches. Victor encore au corner. Loin au deuxième poteau. Attention à la reprise de volée. Ouh, qu'elle est jolie sur la barre. Ah, ils n'ont pas de chance les Espagnols. Là, Patrick, c'est le scénario de la Coupe du Monde 1966. Oui, c'est Maceda. Lorsque les Anglais il réclame marqué, le but. Maceda réclame le but. Là, c'est le scénario de la Coupe du Monde 1966 entre l'Allemagne et l'Angleterre. On va voir ça, Alain. La reprise de volée de Maceda. Oh oui, j'ai bien l'impression qu'il y a. Ah oui. Il faudrait le revoir. Superbe tir en tout cas. Je crois bien que le but est valable. Il faudra revoir ça. L'arbitre en tout cas, lui, s'en va consulter. Et oui, après 8 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps entre le Brésil et l'Espagne, il se passe quelque chose de très important et peut-être de grave pour le Brésil. Sur ce tir contesté par les Brésiliens, mais je pense que le ralenti va nous aider. En tout cas, l'Espagnol, lui, l'arbitre australien, ne semble pas accorder ce but. Et il a pourtant eu de Paris, en tout cas. L'impression, on va revoir ça. La reprise de volée de Maceda. Ah oui, oui. Alors c'est incontestable. Incontestablement, il y a but là. Superbe reprise de volée Carlos de Maceda. est battu. Que dit l'arbitre? Oh là là, oui, l'arbitre n'accorde pas le but, c'est bien ce que je pensais. Et... je crois qu'on va beaucoup parler de ce tir, Patrick. Ah oui, ça. Et l'Espagne est là qui... Et malheureusement, j'ai peur que ce but refusé ne fasse quelque peu dégénérer ce match. Oui, parce que là, on a eu vraiment l'impression que la balle avait largement dépassé la ligne. Et le Brésil s'en tire à très très bon compte. Attention à ça aussi, avec une tentative d'Edinho. L'arbitre ne peut pas accorder un pénalty sur cette action après ce qui s'est passé en faveur des Espagnols. De toute façon, j'ai quand même eu l'impression qu'Edinho s'était un peu laissé tomber là. Et voilà, le match qui dégénère un tout petit peu maintenant. Les Espagnols qui s'en prennent à l'arbitre, M. Cambridge. Alors je crois que lorsque les Espagnols vont revoir le ralenti, ils vont être très furieux. La reprise de Maceda était vraiment d'une pureté remarquable. Corner brésilien et toujours 0-0. Ah, le voilà le but. Et le voilà le but. Ah, c'est vraiment pas de chance pour cette équipe espagnole, mais superbe réaction brésilienne. Les Brésiliens qui ouvrent le score donc. Et les Espagnols qui en 2 minutes ont vu le chaud et le froid. Le chaud avec ce tir de Maceda qui semblait bien être rentré dans les buts, et le froid maintenant. Alors, je crois qu'il vient de se passer un scénario extraordinaire au stade Jalisco de Guadalajara. En moins de 2 minutes, les Espagnols marquent le ralenti le prouvant. L'arbitre leur refuse le but et les Brésiliens marquent à leur tour. Non. Si. Alors je crois que le but a été refusé pour faute de main. J'ai eu l'impression que l'attaquant brésilien... Il vient de se passer quelque chose de très très bizarre. Oui, on a vraiment... Ça a soufflé le chaud et le froid pour l'équipe d'Espagne. Et finalement Maceda là dégage de la tête. Première mi-temps qui avait été intéressante sur le plan jeu, mais qui n'avait pas donné lieu à beaucoup d'occasions. Puis là on est servi. Deuxième mi-temps, coup sur coup, 2 minutes. Maceda d'abord et... En tout cas, Patrick, il se passe des choses assez inexplicables. Si, là j'ai eu l'impression qu'il y a eu une faute de main de l'attaquant brésilien. Et finalement donc le score est toujours nul et vierge, 0-0 ici au stade de Guadalajara. Et l'Espagne peut de nouveau repartir à l'attaque. Que d'émotion pour les Espagnols. Un long ballon en profondeur, il était destiné à Salinas, mais Carlos a pu facilement l'intercepter. Julio César qui relance au centre du terrain pour Socrates.
L'émotion a basculé en moins de 2 minutes ici entre l'Espagne et le Brésil. Alimao. Edson. Déséquilibré, conserve le contrôle du ballon. Et une faute là, me semble-t-il. L'arbitre laisse jouer. Et l'Espagne peut repartir. Camacho. Long ballon en avant de Camacho. En tout cas, après 12 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, eh bien, malgré les péripéties connues par les deux équipes, le score est toujours de 0-0. Edson. Très offensif, Edson. Un des meilleurs Brésiliens pour ma part. Et là encore, des accrochages. L'arbitre n'intervient plus. J'ai l'impression qu'il a du mal à se remettre des 2 coups du sort de tout à l'heure. Ou alors il n'ose pas pénaliser les Espagnols. les joueurs. Branco, qui a eu toutes les peines du monde à échapper au tacle de Michel. Ça joue beaucoup plus sévère, hein, j'ai l'impression maintenant. Et surtout les deux équipes sont passées par des moments et des émotions telles. Socrates, Junior. Pas très inspiré toujours, ces longues balles. Derrière, les défenseurs espagnols de la tête vont prendre le dessus, j'ai l'impression. En tout cas, le Brésil manque un peu d'imagination, se contentant obstinément de trouver la faille par le centre. Et comme il y a pour le moins une défense renforcée dans l'axe du but de Zubizarreta. Oui, en tout cas sur la vue de la première mi-temps et sur ces 14 premières minutes. Voilà l'aile de pigeon d'Alberto. Julio Alberto qui a fait un petit numéro là. Une petite aile de pigeon, mais la balle était sortie en touche. En tout cas, c'était superbe. Le tout sans que la balle retombe à terre. Julio Alberto se transforme très facilement en ailier. Il adore ça. Julio Alberto qui joue les Brésiliens sur le stade de Guadalajara, c'est tout de même peu banal. Je crois que les Espagnols, malgré les apparences, sont peut-être les plus confiants parce que les Brésiliens ont peut-être le ballon dans les pieds, ils le font tourner, mais ils ne savent pas comment percer la défense espagnole. Et ils le perdent comme ici. Salinas. L'Espagne bénéficiant de la remise en jeu, Michel. Un petit pont bien réussi de Butragueño, attention. Butragueño dans la surface de réparation, déséquilibré semble-t-il par un défenseur, mais il avait déjà perdu. L'arbitre laisse jouer. Oui, il avait perdu le contrôle de la balle, l'arbitre n'a pas voulu siffler le penalty sur cette action. Butragueño donne un aperçu dans ce match de ce qu'il est capable de faire. Il a un coup de rein terrible, une accélération sur 3-4 mètres fantastique. Pas mal aussi ça, pas mal aussi. Il a été complètement déséquilibré, il avait réussi en tout cas l'exploit d'échapper à 3 défenseurs espagnols. Ça doit être d'ailleurs la première fois de la partie qu'un attaquant brésilien se permet ce luxe. Un quart d'heure de jeu, deuxième mi-temps, 0-0, mais beaucoup d'émotions. On a vu 2 buts Patrick, mais toujours 0-0. Je crois que pour les amateurs de football, le premier but espagnol, valable puisque le ralenti l'a prouvé, rappelle étrangement le scénario 66. Attention. Il n'a pas fait de détail. Il ne faut pas laisser M. Butragueño tout seul. En tout cas, le défenseur brésilien, là, il n'est pas allé par 4 chemins. Il a carrément dégagé en corner. Il faut dire qu'il était sous la menace de Butragueño. Si j'ai un petit moment, Patrick, je vous raconterai l'histoire d'Emilio Butragueño. Elle est assez fantastique. En tout cas, pour l'instant, c'est l'Espagne qui va bénéficier d'un corner qui sera vraisemblablement tiré comme les autres, d'ailleurs, par Victor Maceda qui a pris ce ballon de la tête. Il y a un seul blond dans l'équipe d'Espagne, c'est Maceda. Camacho. Maceda. Francisco. Ah oui, ça c'est hors-jeu. Il y a au moins 3-4 mètres. Ça c'est hors-jeu Salinas. Oui, donc l'histoire de Butragueño, elle est simple. C'est un très bon joueur espagnol qui a été une première fois refusé par le Real de Madrid parce qu'on ne le trouvait pas très bon chez les jeunes. Alors l'Atlético de Madrid, le club rival, s'est dit, eh bien nous on le prend. Et puis quand le père d'Emilio Butragueño a dit, mais vous vous rendez compte, vous Patrick, on a d'abord vu le même but marqué par les Espagnols mais refusé.
Un deuxième but brésilien refusé là aussi. Et puis cette fois, Socrates, le magicien. Socrates, le meneur de jeu de cette équipe du Brésil. Il est médecin, il va devenir pédiatre s'il quitte le football. Il doit être ravi en tout cas d'ouvrir le score ici au stade Jalisco de Guadalajara où le Brésil mène après 18 minutes de jeu 1-0 face à l'Espagne. L'Espagne qui était un peu plus en confiance depuis quelques minutes, mais je crois qu'on n'est pas au bout de nos émotions, Patrick. Tout à fait. À revenir donc sur ce superbe but, Socrates en toute décontraction, ayant battu à bout portant de la tête Zubizarreta. Et l'Espagne maintenant qui doit courir après le score, et ce n'est jamais très simple, surtout face au Brésil, qui va bien sûr maintenant s'atteler à tenir le résultat. Mais attention, l'expérience nous a montré hier qu'il était quelquefois maladroit de s'en tenir au résultat, les Italiens ayant été rejoints à 5 minutes de la fin par la Bulgarie. Edson pour nous prouver que le Brésil veut continuer à attaquer. Edson toujours. Ah, ça va peut-être réveiller les Brésiliens. Cette ambiance au stade Jalisco, fantastique. Ah, c'est fini la bronca maintenant, tout le monde derrière le Brésil. Le public qui scande Brésil, Brésil. Julio Alberto. C'est celui par qui le danger peut venir. Regardez, il a tenté un débordement là. On va voir revenir Pelé, Patrick. Ah, Pelé à 40 ans. Le mythe de Pelé va ressusciter et va apparaître sur le terrain. Pelé qui doit sans doute assister d'ailleurs à cette rencontre. Mais plus sérieusement, Pelé qui voulait rejoindre cette équipe du Brésil. Un bon tir espagnol mais qui est passé largement à côté des buts défendus par Carlos. C'est un tir signé Victor. Victor qui a l'air de dire à ses camarades, il va falloir y aller maintenant. Parce que le temps passe et pour l'instant c'est 0 point pour l'Espagne, ce qui est évidemment une bien mauvaise affaire. Ah, super Socrates, ce joueur de Flamengo, 32 ans, 1m91, 53 sélections, le meneur de jeu de cette équipe du Brésil. En l'absence de Zico, je crois que là il vient de donner un énorme capital de confiance à ses partenaires. Il faut dire que le tir sur la barre était quand même superbe aussi. Le Brésil. Les Espagnols ne doivent pas très bien comprendre ce qui leur arrive. Un but refusé. Ah oui, encore une belle ouverture là en direction de Branco. Oh là là, et belle intervention de l'Espagne parce que là encore il y avait un Brésilien qui s'apprêtait tranquillement à reprendre la balle au premier poteau. La défense espagnole qui a pris, c'est le moins que l'on puisse dire, un coup au moral et ça va être difficile de s'en remettre, d'autant plus que l'Espagne avait caressé pendant quelques minutes l'espoir de mener à la marque, l'espoir d'ailleurs selon nous légitime puisque apparemment Maceda avait marqué. Toujours l'Espagne en position du ballon maintenant. Ah, ça c'est bien joué. Butragueño encore. Ah non, oh là là. Butragueño qui a mal dosé. Il manque de clairvoyance là. Ah, ça c'est typiquement brésilien, Patrick, cette petite talonnade. Ah là ça joue très bien. Junior. Et voilà le Brésil. Le Brésil qui semble effectivement reprendre maintenant l'ascendance sur le match. Et ce public en leur faveur. Olé, c'est pourtant un mot que les Espagnols connaissent. Branco à chaque fois démarqué sur son aile là, qui a été poussé incontestablement, l'arbitre sifflant donc un juste coup franc à la limite de la surface de réparation, alors que Casagrande, l'avant-centre brésilien, sort, est remplacé par Müller. Casagrande qui a eu, c'est vrai, quelques difficultés avec la défense espagnole. Oui, Müller, il a 20 ans, il joue à Sao Paulo. Il remplace donc Casagrande. Coup franc donc en attendant pour l'équipe brésilienne. Regardez, avec Butragueño est revenu dans le mur. Ouais, à côté de Michel. Oh là là, contré. Ah, et l'Espagne qui est bien moins souveraine en défense maintenant. Hein. Et Julio Alberto récupère le ballon qui va revenir dans les mains de Zubizarreta. Oui, la défense espagnole est un peu plus fébrile. Elle vient de passer par des moments très difficiles. Le Brésil a, semble-t-il, retrouvé son jeu collectif. Et là, je crois que c'est la période la plus difficile pour les Espagnols. Il faut à la fois retrouver la confiance
et retrouver le chemin du but. C'est le plus dur dans un match de football. Ouais. Butragueño hors-jeu. C'est Salinas, plus exactement, qui était en position d'hors-jeu. Les Brésiliens qui piègent assez souvent maintenant les attaquants espagnols au hors-jeu. Tranquillement, le Brésil. Belle ouverture, superbe ouverture là. Et... oh là là, très très jolie entrée en matière de Müller qui, dans une position difficile, a bien failli tromper Butragueño, et une belle manchette de Zubizarreta, pardon, le gardien espagnol. Müller là qui remercie d'ailleurs Careca de cette ouverture. Ah, l'euphorie est brésilienne hein, actuellement. Oui, le Brésil qui a retrouvé son football en même temps que l'Espagne perdait un tout petit peu le sien. Corner junior. Tranquillement pour Zubizarreta. « 24 minutes de jeu au Stade Jalisco et le Brésil mène 1-0, but de Socrates à la 18e minute. Salinas, deux défenseurs brésiliens, il arrive quand même à centrer, mais il n'y a pas grand monde. Ça ressemble un peu à deuxième Carrasco, poteau. Salinas, l'ailier de Barcelone. Et Julio Alberto qui va récupérer ce ballon pour l'équipe d'Espagne, mais on est loin des buts. Maceda qui fait une erreur. Pour l'erreur de Maceda. Attention, ça peut être dangereux pour le Brésil. Et le tir finalement croisé. Oui, là, Patrick, le Brésil, depuis un quart d'heure, a des occasions. Ce but de Socrates leur a donné Oui, en tout cas, là, une confiance qui grossit au fil des minutes. Et là, les attaquants brésiliens sont en train de trouver des espaces libres dans cette défense espagnole qui perd, elle, de sa confiance. Comme quoi, un but, ça change tout. Butragueño, seul contre tous, réussit quand même à glisser le ballon latéralement à Michel. Salinas. Joli centre de Salinas, et là encore il n'y a personne. Vous voyez, les Espagnols n'y croient pas vraiment parce qu'il y avait Butragueño tout seul dans la surface de réparation. Il y avait 5 défenseurs brésiliens. Et pourtant le centre en retrait de Salinas c'était remarquable. Alors que Socrates là se retrouve à terre. Moi, je pense que Socrates est habile et a de l'expérience. C'est très bien que ce genre d'intervention permet de casser le rythme de l'adversaire. Il a l'air quand même un petit peu touché, Socrates, puisqu'on fait appel aux soigneurs de l'équipe brésilienne. Il a l'air de se plaindre. Il a effectivement dû prendre un coup quand même. Hein. Ouais. Alors que l'ambiance est de plus en plus chaude dans le stade Jalisco, puisque le Brésil mène par 1-0. Et que justement ce but il a été marqué par celui qui se relève péniblement, Socrates. Effectivement ce n'était pas très grave en définitive puisqu'il reprend le jeu pour le grand plaisir de Tele Santana, l'entraîneur du Brésil qui avait quand même pas mal de soucis à se faire. Il a eu beaucoup d'ennuis Tele Santana, d'abord énormément de blessés, puis des joueurs indisciplinés qu'il a décidé de laisser au Brésil, d'autres qui ont refusé de rejoindre la sélection. Enfin au dernier moment il a réussi à faire le consensus pour employer un terme extrasportif et apparemment cette équipe du Brésil Encore un réussit bien. petit festival d'Edson là qui est vraiment très très habile. Contrôle orienté de Branco, mais Michel intervient. Le premier peut glisser à Zubizarreta. Et là, Zubizarreta a été gêné, bénéficie d'un coup franc. Il a été gêné pour dégager. En tout cas, comme chez les Espagnols, ce sont les deux arrière-ailes brésiliens, Edson et Branco, qui jouent le rôle de faux ailiers et qui montent fréquemment. Francisco Butragueño. À Butragueño, à chaque fois, il a 2 ou 3 défenseurs sur le dos. Il arrive quand même à se débarrasser et à donner ce ballon. Ça, c'est bien fait. Michel va le récupérer maintenant. De nouveau Butragueño, 1-2 avec Michel. C'était bien essayé, mais la défense brésilienne faisait bonne garde. C'est une intervention de Julio César qui a mis la balle en corner. C'était bien fait de la part des Espagnols, d'autant que la défense brésilienne a montré quelques failles tout de même en première mi-temps. Et les Espagnols, de toute façon, n'ont pas d'autre solution que d'attaquer. Il faut jouer en 1-2, c'est ainsi qu'ils passeront.
cette corner, il s'agit, je crois, d'une sortie de but. Et c'est Carlos, bien sûr. Et à 1-0 pour le Brésil. On n'est pas pressé. On n'est pas très pressé. C'est normal. Belle intervention Maceda là, mais qui perd de nouveau le ballon. Un tir, joli tir brésilien qui passe au ras de la cage. Il était signé Careca. Oui, Antonio Careca qui joue à Sao Paulo. Il a 25 ans. Il compte 26 sélections. Francisco. Thomas. Thomas, deuxième poteau là, peut-être pour Butragueño. Non, c'était Victor. Roberto Carlos a dû sauter très haut pour récupérer ce ballon. Carlos, le gardien des Corinthians. L'Espagne qui n'a plus beaucoup de solutions maintenant pour déstabiliser cette défense brésilienne. Tant plus que maintenant la fatigue doit commencer à se faire sentir. Et là encore une mauvaise passe espagnole, ce qui permet aux Brésiliens de reconstruire une attaque avec à la base toujours pareil, Branco. Elzo maintenant qui s'en va vers son but tranquillement. C'est aux Espagnols de venir chercher le ballon, semble dire les Brésiliens. Évidemment, nous ne menons, enfin eux ils mènent 1-0. Mais l'Espagne semble avoir maintenant pas mal de difficultés à passer à la vitesse supérieure. Junior, une longue balle devant? Non, complètement. En tout cas, après 30 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps au stade de Jalisco de Guadalajara, le Brésil mène 1-0. But de Socrates à la 18e minute. Et l'Espagne doit faire son retard. C'est-à-dire le plus dur. Ils sont exactement Julio Alberto a perdu un peu de son enthousiasme là. Ouais, ouais. Les Espagnols qui se retrouvent exactement dans le cas bulgare. Les Bulgares qui étaient parvenus à arracher in extremis l'égalisation et pourtant ils avaient aussi subi la pression italienne. Alors est-ce que les Espagnols vont rééditer ce coup du match nul ou alors est-ce que le Brésil va remporter la première victoire Coupe du Monde 1986? Il reste pour cela un quart d'heure. Les Espagnols qui tentent bien des incursions mais qui ont du mal une main là. Une main que l'arbitre a jugée involontaire et une balle finalement dangereuse pour Salinas. Salinas qui a tenté de déborder et qui a été finalement contré. Et c'est un corner pour l'Espagne. Mais là c'était une bonne occasion. Mais les défenseurs brésiliens visiblement ont du jus. Il reste moins d'un quart d'heure à l'Espagne pour égaliser. Est-ce qu'on va avoir recours à la tête de Maceda sur les corners? C'est pas exclu. Maceda monte régulièrement. Le voilà d'ailleurs. Maceda qui remet dans la surface de réparation une déviation de la tête mais qui n'inquiète évidemment pas Carlos, d'autant plus que l'arbitre avait signalé une position de hors-jeu. Carlos est un grand gardien, il fait 1m88 pour 81 kg. Et il joue au Corinthians de São Paulo. Il est d'ailleurs pas tout seul parce que Edson l'arrière et Casagrande l'attaquant qui est sorti maintenant jouent également dans le même club. Toujours le pressing improductif espagnol. Francisco. Long ballon en avant en direction de Salinas qui se dépense beaucoup sur le front de l'attaque. En tout cas, s'il y avait quelques espaces en première mi-temps dans la défense brésilienne, les jaunes ont bien resserré les espaces. Ils ont surtout pris confiance parce qu'ils mènent 1-0 au score. C'est évidemment... Oh, belle tentative, la reprise de volée. Un peu présomptueux. Hein. Oui, on ne sait jamais parce que Michel a vu tout à l'heure Maceda, ça avait bien marché. Il a tenté en plus difficile, mais là, elle est passée très largement au-dessus des buts défendus par Carlos. Si le Brésil remporte ce match,
ça va être difficile ensuite de le déstabiliser parce qu'il va être bien mis en confiance et comme il joue presque sur ses terres. Le Brésil aura fait le plus dur parce qu'une victoire sur l'Espagne, sachant que le Brésil rencontre l'Algérie après et l'Irlande du Nord enfin, je crois que le plus dur sera fait pour les Brésiliens. Oui, déjà pratiquement un pied en huitième de finale, s'il gagne évidemment. Sachant que les 2 premiers de chaque groupe se qualifient ainsi que les 4 meilleurs troisièmes des 6 groupes. Une victoire du Brésil, une première victoire en tout cas pour une équipe et c'est pratiquement la qualification assurée. Alors, on n'y croit plus vraiment du côté espagnol. Hein. J'ai l'impression que le moral a été durement affecté. Et le temps passe évidemment. Un temps qui Un peu joue... plus de 10 minutes de jeu encore. Ouais. Socrates. Ouverture pour Edson. Qui relance au milieu. Attention, on peut tirer. Oh, c'est superbe. Oh, c'est superbe. Junior. Oh, c'était superbement fait. Bien tenté, Junior, mais au-dessus. Voilà le football collectif brésilien dans toute sa simplicité et en même temps toute son efficacité en 4 passes. Et la défense espagnole était totalement désaxée, déstabilisée. Junior qui semble sortir à son tour. Alors que c'est la rentrée et l'échange des 2 vedettes, Patrick. Falcao. Voilà, Falcao, le Brésilien de Rome qui rentre à la place de Junior. De Torino. Socrates, Falcao et il manque Zico. Il manque le roi Zico, mais qui lui est toujours indisponible. En tout cas, si le Brésil bat l'Espagne ce soir, je crois que l'unité dans l'équipe brésilienne sera totalement refaite ce soir. Les dernières cartouches espagnoles, Julio Alberto, Maceda. Long ballon dans l'axe, mais ça a peu de chances quand même de tromper la défense brésilienne. Les Brésiliens qui repartent échange, à l'attaque. Socrates, Falcao. Voilà, Salué par le public. Socrates qui s'amuse là et qui trouve remarquablement. Edson est souvent seul. Hein. Alamao. Au crochet. Ah, les Brésiliens qui font à peu près ce qu'ils veulent maintenant. Regardez. Ça pourrait bien déboucher sur un 2e but tout ça. Il est dangereux ce Edson. Hein. Quand il monte sur l'aile, il est capable de passer par un crochet et de centrer pour la tête d'un attaquant. Oh là là. Eh oui, là il y a une petite faute. L'arbitre ne dit rien. C'est peut-être hors jeu. Hein. En tout cas, ça panique pas mal dans cette équipe d'Espagne qui n'y croit visiblement plus et qui est là à 2 doigts de prendre un 2e but en cette fin de match. Je crois que le but de Socrates à la 18e minute a été un déclic. Le Brésil retrouve son jeu du début de première mi-temps, fait de vivacité, de 1-2 à l'approche des 18 mètres. On joue fin, c'est le jeu brésilien. Et Socrates à la baguette, Socrates en 1-2. Tranquillement, l'impression qu'il ne fait jamais d'effort inutile. Branco maintenant, l'autre arrière d'aile, qui tente sa chance, c'était pas mal fait aussi. Alors là, si les Espagnols ne vont pas chercher le ballon dans les pieds des Brésiliens, je crois que ça va être très difficile de remonter au score. Hein. Il a vu le comportement de cette équipe espagnole complètement ébranlé par les événements. Je vois pas vraiment comment l'équipe d'Espagne pourrait refaire son retard maintenant. Francisco. C'est toujours de longs ballons, mais qui maintenant deviennent de plus en plus imprécis. Et puis une longue balle comme ça en fin de match pour un Butragueño, même connaissant ses qualités, je crois que c'est difficile. On ne peut pas courir à fond en fin de match sur une balle aussi longue. Francisco, le milieu du Betis de Séville, qui est remplacé par le numéro 7, Senior. L'arbitre, M. Cambridge, avait vu pour sa part une faute sur Butragueño. Donc c'est un coup franc qui va être tiré pour l'Espagne. Une bonne occasion quand même si les Espagnols n'ont pas vraiment brillé au niveau des coups francs jusqu'à maintenant. C'est Michel qui va le tirer. Peut-être au 2e poteau pour la tête de Maceda.
En tout cas, non, c'est un Brésilien qui l'a devancé, c'est Edinho qui a mis cette balle en corner. On ne prend pas de risque côté Brésil et Maceda était en retrait juste derrière Edinho. Il n'a pas pu prendre ce ballon. Il reste moins de 7 minutes de jeu aux Espagnols pour égaliser. Alors là, on arrive un peu plus nombreux dans la surface de réparation côté espagnol. Il y a Camacho, il y a Salinas. Il y a Maceda certainement. Il y a Maceda en tout état de cause. Il y a Victor qui va tirer. Les Espagnols, évidemment, maintenant tentent le tout pour le tout. Reprise de volée, Michel. Superbe reprise de volée de Michel. Il est beau cet arrêt. Et belle intervention de Carlos, comme quoi rien n'est jamais fini. Michel là a réussi le geste parfait. Ah oui, depuis un moment, Roberto Carlos n'avait pas grand-chose à faire, mais je crois que là, il a été bien inspiré. Attention à ça, là, les Brésiliens. Oh, qui a été une faute, là, incontestablement, sur l'attaquant brésilien. L'arbitre, décidément, continue à ne pas intervenir. Et c'est Camacho pour l'Espagne qui peut relancer la contre-attaque pour Salinas. Salinas gêné par Julio César qui a fait obstruction incontestablement. Là, l'arbitre a sifflé, par contre. L'arbitre qui appelle d'ailleurs Julio César. Qui appelle le ballon. L'Espagne va bénéficier bel et bien d'un coup franc. La répétition de celui de tout à l'heure, mais juste de l'autre côté du terrain. Ah, souvenez-vous d'Italie-Bulgarie hier. Oui, et de la tête de Sirakov. Alors qui va essayer de jouer le rôle de Sirakov dans cette équipe espagnole? Peut-être Maceda et son numéro 4. Il y a aussi Salinas. Maceda, il a marqué en championnat d'Europe, attention à lui. Et Goicoechea également qui est là. Dommage, la tête était espagnole. 5 minutes. 5 minutes de jeu, 5 minutes aux Espagnols pour égaliser. Socrates qui donne ses instructions maintenant. Il ne s'agit pas évidemment de se faire remonter au score. Ah, tout seigneur, tout honneur, Patrick, je crois que dans 5 minutes, le Brésil sera peut-être le premier pays vainqueur de la Coupe du Monde. De son premier match dans cette Coupe du Monde. Tout à fait. Le Brésil qui maintenant véritablement a éclaté. Müller, tout à l'heure, avait été très dangereux pour sa rentrée. Qu'il a trouvé les grandes jambes de Maceda. Oui. Et Zubizarreta qui dégage cette fois sans précaution. Il ne dégage plus à la main, il dégage loin en avant pour Salinas. Ah, le Brésil, champion du monde en 1970, il va peut-être remporter son premier match ici en 86, 16 ans après. Ah oui, Salinas qui n'a eu aucune chance face aux 3 défenseurs brésiliens. Le Brésil qui, oh là là, repart extrêmement vite à la limite du hors-jeu pour Müller. Peut-être le deuxième but. Ah non, Müller a voulu trop croiser son tir. C'est dommage, en tout cas, il était dans une position. C'était limite, hein, j'ai l'impression qu'au départ du ballon. Il devait être couvert peut-être par un autre défenseur espagnol qu'on ne voyait pas à l'écran. Toujours est-il qu'il a raté là le break, comme on dit. Parce qu'il avait quand même au bout du pied le deuxième but brésilien. D'autant plus que l'Espagne maintenant est obligée bien sûr de se dégarnir. Moins de 4 minutes. Et Camacho qui sort de sa réserve pour venir soutenir son attaque. Butragueño. Ah, tous les défenseurs espagnols montent hein, là. Ouais, non. Eh bien, pour l'instant, le Brésil est en tête de son groupe. Ah oui, tout à fait. Oui. À noter que après-demain se déroulera le match Algérie-Irlande du Nord, donc, et qu'ensuite le 6 juin prochain, eh bien, le Brésil jouera son deuxième match, cette fois contre l'équipe d'Algérie. Je crois que ce sera également un match très très spectaculaire, entre deux footballs très colorés aussi. En tout cas, le Brésil qui avait une période relativement difficile à négocier en première mi-temps contre l'Espagne s'est totalement réhabilité en deuxième mi-temps, et ce grâce en grande partie à ce but signé Socrates. N'oublions pas, Patrick, le but espagnol qui est très certainement valable. Il faudra revoir attentivement les ralentis, mais je crois que les Espagnols vont être furieux. Hein.
Il y a de quoi parce qu'on a vraiment l'impression que ce but de Maceda était totalement valide. Mais enfin, l'arbitre en a décidé, lui, autrement. Les dernières cartouches toujours pour l'Espagne. Mais l'Espagne qui manque incontestablement de mordant, même si Julio Alberto veut encore y croire. Moins de 2 minutes de jeu. Une longue balle à destination de Butragueño, mais... Butragueño, il a beaucoup couru dans ce match, mais... Très isolé quand même. Sans beaucoup de récompenses. Quant à l'Espagne, eh bien, si elle doit se contenter de ce résultat négatif, il lui faudra absolument battre l'Irlande du Nord. Toujours à Guadalajara, mais le 7 juin prochain, l'Espagne, Butragueño. Ah, belle balle de Butragueño, mais une nouvelle fois, la défense brésilienne, la défense centrale a eu le dernier mot. Victor à la récupération. Senior qui est rentré en deuxième mi-temps. Ah oui, toujours dans les pieds de Victor. Ah oui, bien fait, Camacho. Là, il s'était déporté sur l'autre côté du terrain. Le capitaine du Real était bien monté sur ce centre de Victor. Il avait changé d'aile, là. Un peu moins d'une minute pour les Espagnols. Ah, mais il a voulu faire exactement, pratiquement ce qu'a fait le temps galope. Hein, en plus, il avait le même numéro, je crois. Enfin, il a voulu faire à peu près la même chose, Camacho. Il a piqué sa tête, mais là, Carlos était complètement sur la trajectoire du ballon. Les Brésiliens qui se permettent quelques fantaisies là au milieu de terrain. Ils attendent le pressing espagnol, un pressing qui ne vient pas vraiment. Intervention quand même pour l'Espagne. Long ballon en avant, mais Michel n'arrivera pas suffisamment tôt. Et Carlos, lui, tranquillement. Ce n'est plus qu'une question de secondes avant que M. Bambrage, l'arbitre australien, ne siffle la fin de ce match. Edinho, de nouveau sur Carlos. Le Brésil ne prendra plus aucun risque maintenant. Long dégagement en avant. Pour personne évidemment, si ce n'est l'arrière-défense espagnole Maceda qui donne à Zubizarreta. Zubizarreta se dépêche bien de dégager. Peut-être la dernière attaque espagnole, une attaque qui a été contrée par Julio César, qui aura fait également un très bon match. Julio César, l'athlétique défenseur de Guarani. 23 ans, il n'est pas vieux et il a déjà une belle expérience au milieu de la défense. C'en est maintenant bientôt terminé puisqu'on joue les arrêts de jeu dans cette rencontre, cette première rencontre du groupe D, alors que Edson semble souffrir. C'est beaucoup dépensé Edson, il a créé beaucoup d'ouvertures sur son flanc droit. Et voilà, c'est fait. Monsieur Cambridge qui siffle la fin du match, Alain, et donc bon départ des Brésiliens dans cette Coupe du Monde. Et voilà, après beaucoup de péripéties dans ce premier match du groupe D entre le Brésil et l'Espagne, eh bien c'est finalement le Brésil qui remporte ce match 1-0, un but signé Socrates en deuxième mi-temps, à la 18e minute de cette deuxième mi-temps, très exactement. C'était au stade de Jalisco de Guadalajara, où plus de 65 000 personnes ont pu donc assister au premier match des Brésiliens. Les Brésiliens qui joueront leur deuxième match contre l'Algérie vendredi. En tout cas, pour nous, Antenne 2, on se retrouve d'abord dans le dernier journal d'Antenne 2 dans quelques minutes pour revoir le but de Socrates. Et puis surtout demain soir à partir de minuit pour le direct Pologne-Maroc.